Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, Dalva, le film est depuis hier sur les écrans, précédé par une ribambelle de récompenses plus que méritées dans les festivals, pas moins de 22 prix. Film signé Emmanuel Nicot, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche des Maguessel, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire en rouge et noir, c'est un 23 mars que disparaissait Stendhal, programme ceux de français, bien sûr. L'heure de la récré, toujours avec Emma, on va rester dans la littérature. Avec cette décision de Pape Ndiaye d'offrir l'Odyssée de Muriel Zac, on l'avait reçu dans la quotidienne Muriel Zac, à tous les élèves de CM2. Emma vous dira tout. Et puis comme chaque semaine, on refermera cette émission avec le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste Sandra Ferreira. Chronique prévention aujourd'hui autour du méconnu syndrome de Pica. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Vous ne l'oublierez pas, Dalva, si vous allez voir le film éponyme d'Emmanuel Nicot, ce en quoi je vous encourage vivement. Vous n'oublierez pas le personnage, cette jeune fille enkelminée dans le déni pour survivre à l'innommable. Vous n'oublierez pas Zelda Samson, la comédienne qui l'incarne avec un mélange incroyable d'intensité et de délicatesse. Et vous n'oublierez pas la façon dont Emmanuel Nicot raconte cette histoire, dont elle dévoile tout sans rien montrer et encore moins démontrer. Bonne annonce. Désolée Miss, mais là, ça va pas être possible. Tu peux pas aller à l'école comme ça. Pourquoi? Je suis pas une fille, je suis une femme. T'es pas encore une femme, Dalva. Pourquoi t'es là, toi? Je sais pas. Elle est bien ta robe, ça fait classe. Pourquoi il veut que je reste ici, le procureur? Il estime que tu seras mieux ici que chez toi. Je m'appelle Leïla Kouten, je suis ton avocate. Et je suis là pour te défendre. Est-ce que tu comprends pourquoi t'es là? Est-ce que vous avez fait une erreur? Dalva, Je veux le voir, je veux rentrer à la maison. Ça, c'est pas possible. on t'a retiré de chez ton père parce qu'on était très inquiets. Arrête-toi! Arrête-toi! Nous, ce qui est arrivé, on en a rien à foutre. Personne ne peut comprendre. Bien niquer son bureau, hein. Arrête de mentir, je mange pas comme ça. J'ai peur d'être toute seule. Puis ne plus jamais être importante pour personne. Emmanuel Nicot, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Le fil dramaturgique qui est tendu tout au long du film, c'est comment on se répare d'un traumatisme, au fond, avec la question notamment du déni qui est omniprésente dès les premières secondes du film. Enfin, pas tout à fait les premières secondes, mais dès les premières minutes, on va dire. Oui, en effet. C'est vrai que Dalva, c'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui commence complètement sous emprise, sans jamais avoir posé aucun jugement sur les actes du parent qui la garde et qui, au fur et à mesure, va prendre conscience de ce qui lui est arrivé. Parent qui est le père, en l'espèce, qui abuse d'elle. Mais c'est pas le... Enfin, comment j'allais dire, c'est pas le fond du sujet. C'est un des sujets du film, évidemment, cet abus. Mais c'est pas ce que ça raconte. Mais c'est la partie sous l'iceberg, cet C'est abus. Et la partie qu'on nous raconte, c'est l'histoire d'une résilience, d'un chemin vers la lumière. Vous n'inventez pas tout parce que vous avez observé, apparemment, vous avez été en immersion dans un centre d'accueil d'urgence pour adolescents. Oui, j'y ai passé plusieurs semaines, il y a des années de ça. Vous n'aviez pas encore l'idée du film. J'avais envie de faire un film dans cette arène, en tout cas. Et puis, j'ai été passer plusieurs semaines donc, dans un centre d'accueil d'urgence pour adolescents dans l'est de la France, à Forbach. Et là-bas, j'ai fréquenté des enfants qui avaient tous entre 11 et 18 ans et qui avaient surtout pour point commun d'être encore tous complètement sous l'emprise de leurs parents. Et ils souffraient tous beaucoup plus du fait d'avoir été placés que de ce qu'ils avaient réellement vécu dans leur famille. C'était d'abord cette rupture, c'était cette séparation. Oui. Et Dalva, elle ne comprend pas. Non. Et elle comprend vraiment pas, c'est pas un jeu. Non, pas du tout, pas du tout. En effet, on va comprendre qu'elle a un regard complètement biaisé sur le monde de par la relation qu'elle a vécue avec son père pendant des années. Vous avez suivi certains de ces jeunes pendant des années, dites-vous, notamment Est-ce que ce sont les Dimitri et Samia à qui vous dédiez le film d'ailleurs? Oui. Je me suis demandé, c'est ça. Exactement, c'est eux. Et ils l'ont vu le film? Samia l'a vu. Et alors? Elle l'a aimé. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé le personnage de Samia très sympa. Ah oui, parce qu'il y a une Samia dans le film. Mais bien sûr, qui est vraiment. On ne va pas dire qui elle est. Elle habite dans la même chambre que Dalva. Oui.
Mais oui, en tout cas, c'est un personnage qui a été beaucoup inspiré par la vraie Samia. D'accord. Et la vraie Samia m'a dit qu'elle aimerait rencontrer Fanta Guirassi, l'actrice. Qui est la comédienne. Qui pourrait être une copine à elle. Ah, extraordinaire. Et qu'elle l'a trouvée très drôle. Elle l'est. Et l'éducateur est inspiré par votre propre frère, hein. Oui, exactement. C'est vrai que mon frère a travaillé pendant des années avec des jeunes placés. Il n'y travaille plus. Et c'est un garçon qui ressemble beaucoup au personnage de Jaiden, qui a une grande intelligence émotionnelle, qui est taiseux, qui est de tempérament aussi sanguin et volcanique, et qui est toujours obligé de faire taire ce volcan, parce que sinon il explose. Et en même temps, c'est un homme très professionnel dans son travail, et j'ai eu envie de rendre grâce à ces années qu'il a passées avec les jeunes. Donc c'est vraiment un film qui est pardon de l'expression, hein, mais qui est shooté au réel, oui. De vos expériences, de vos rencontres, d'un certain nombre de personnalités, et une histoire de résilience. Le centre d'accueil, d'ailleurs, dans lequel vous avez filmé, il est très beau. Il y a des boiseries, des hauts plafonds. Vous avez voulu que ce soit dans un écrin plutôt agréable. Alors, je suis une sœur d'éducateur, mais je suis aussi une fille d'éducateur. Et mon père a travaillé dans un centre d'accueil de jour pour adolescents pendant toute sa vie. Et ce centre, il a été inspiré par cet endroit où mon père a travaillé. Et c'est pas un endroit à la base qui est particulièrement riche. D'ailleurs, vous viendriez dans les décors de ce foyer qui est en fait un ancien internat. Vous verriez à quel point il est vétuste et décati. Mais par contre, je pense que c'est un endroit qu'on a beaucoup éclairé avec ma chef opératrice. C'est un endroit qui est baigné de lumière, d'une lumière... C'est ça, on voit, parce qu'il y a une lumière d'hiver, une lumière d'été, tout un soleil de toutes ces saisons qui passent. Et beaucoup de lumière intérieure, si je puis me permettre, oui. que dégagent les actrices et les acteurs du film. Film qui est tourné caméra à l'épaule. C'est sans doute une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il bouscule aussi autant le spectateur. Dalva sur les écrans. On continue à en parler, Emmanuel, mais juste avant, l'anti-sèche, Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. C'est le jour des Emma et des Emmanuel, Voilà. sur ce plateau, on se le disait. C'est un 23 mars, et nous sommes le 23 mars que disparaissait Stendhal. C'était en 1842 à Paris. Stendhal, un incontournable des programmes de français, surtout au lycée. Vous ne pouviez pas le rater dans cette anti-sèche. Stendhal, de son vrai nom, Henri Bell, qui naît à Grenoble en 1783. Son enfance, elle n'est pas très joyeuse, puisque sa mère meurt lorsqu'il a 7 ans, et c'est le drame de sa vie. Son père, il le déteste. Son précepteur aussi, qui l'isole du monde extérieur. Il n'a pas le droit de voir des jeunes de son âge quand il est petit. On a des preuves très précises de cette enfance difficile parce qu'on a retrouvé les cahiers dans lesquels Stendhal écrivait lorsqu'il était petit. Donc voilà, tout ça paraît un peu sombre. Et puis, la lumière, c'est son grand-père, chez qui il passe beaucoup de temps. On est juste après la Révolution française et ce grand-père, c'est un homme des Lumières. Il lui fait découvrir les livres et c'est grâce à lui que Stendhal développe son goût pour la littérature. 1789, Stendhal arrive à Paris. On est presque en plein roman de Balzac pour le coup. C'est l'archétype du jeune provincial qui monte à la capitale en espérant devenir quelqu'un. Mais oui, une sorte de mix de Lucien de Rubempré et de Rastignac. C'est exactement ça, sauf que la Provence, ça lui manque. La nature lui manque, il n'est pas très heureux. Alors il va en Italie et il tombe amoureux de Milan, les Milanais, la Scala, il adore, c'est un coup de foudre. Et c'est là qu'il se sent absolument subjugué par des œuvres, c'est ce qui a donné son nom au fameux... Le syndrome de Stendhal. Exactement, le fait de ressentir une admiration tellement forte pour l'œuvre qu'on est en train de voir que cela peut nous faire vaciller. Stendhal qui veut alors devenir dramaturge, mais ses premiers textes n'ont pas le succès espéré. Exactement. Alors, il devient fonctionnaire de l'administration napoléonienne. Il assiste aux batailles. Il vit l'incendie de Moscou en 1812 et la défaite de Napoléon à Waterloo marque un tournant parce que sa vie aurait probablement été différente si l'Empire avait continué à exister. Là, il peut enfin écrire. Et il publie ses premiers textes. D'abord une synthèse sur la peinture italienne, ensuite un livre de voyage, Rome, Naples, Florence. Et c'est là qu'Henri Bell devient Stendhal. Oui, il choisit ce pseudonyme grâce à la ville allemande de Stendhal, justement. Sans H. Sans H, voilà, qu'il avait découverte lors de la bataille de Wagram. Donc il publie des textes, en effet, mais ce ne sont pas encore des romans. Il faut attendre Armance, qui est son premier roman publié en 1827, mais qui passe inaperçu. Jusqu'au chef-d'œuvre que l'on connaît aujourd'hui, auquel j'ai fait référence en début d'émission, Le Rouge et le Noir. Oui, dans un contexte d'écriture qui est assez intéressant à analyser, parce qu'on a une époque de grands bouleversements politiques, et lorsqu'il corrige les épreuves du roman Le Rouge et le Noir, c'est le moment des Trois Glorieuses en France, qui portent sur le trône le nouveau roi Louis-Philippe. On entre donc dans une rupture avec l'idéalisation du personnage romantique et on veut raconter le vrai.
L'histoire, on la connaît, c'est celle de Julien Sorel, un jeune homme ayant reçu une bonne éducation, mais né dans un milieu défavorisé, qui a du mal à se faire sa place dans la société. Vous avez parlé d'un personnage romantique, mais l'œuvre de Stendhal, elle est assez difficile à classer. Je vous dis ça, c'est des lointains souvenirs de cours de littérature. Eh ben oui, c'est très difficile à classer parce qu'en fait on est dans un tournant entre le romantisme et le réalisme. À la fois Stendhal a un côté très romanesque, mais il disait aussi le roman c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin. Et chez les réalistes, le héros est souvent un jeune provincial, comme vous l'aviez dit pour Balzac, voilà, un provincial naïf qui arrive à Paris pour réussir. Et c'est le cas de Julien Sorel. Donc c'est très difficile de classer l'œuvre de Stendhal. D'autres chefs-d'œuvre. En 1838, il s'enferme littéralement dans son appartement pour écrire en un temps record, ce qui sera son deuxième immense roman, c'est La Chartreuse de Parme. 52 jours. Voilà, 52 jours, hop. D'un coup, en 52 jours, il a écrit La Chartreuse de Parme avec son assistant à qui il dicte plus de 20 pages par jour. Et à l'époque, c'est pas une référence comme ça l'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, Stendhal l'avait prédit. Il disait « Je serai lu en 1880, compris en 1935. » En 1935. Il savait que ça n'était pas pour tout de suite, mais que ça allait venir. Il avait vu juste, puisque Stendhal est aujourd'hui un auteur incontournable des programmes scolaires. Il meurt quelques temps après, en 1842, 4 ans après la publication de La Chartreuse de Parme. Merci beaucoup pour ce portrait de Stendhal. Le roman, c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin. Peut-être que le film aussi. On va continuer à parler cinéma. Et nous, on se retrouve pour la récré. Emmanuel Nicot, Grand Oral. Des nombreux indices qui accompagnent le changement de Dalva dans le film d'Emmanuel Nicot. Le plus évident touche à sa façon de s'habiller, de se coiffer. Elle a les cheveux teints, elle a un chignon sophistiqué, des petits hauts en dentelle, de la lingerie fine, ça c'est au début. Mais il y a aussi plein d'autres éléments qui touchent à la façon dont se construit la féminité dans le film. Et moi je trouve qu'un de vos sujets, c'est la manière dont on fabrique une future femme. Et je pense à plein d'indices, y compris vers la fin du film, le déguisement de la petite fille chez qui arrive Dalva, elle est habillée en princesse. Oui, complètement. Et vous vouliez raconter ça aussi, comment on fabrique une fille Entre autres, c'est vrai que cette emprise qu'a son père sur Dalva, j'avais envie de la matérialiser par ses tenues, par ce maquillage, par tous ces apparats féminins. Et pour moi, l'emprise, c'est ça, en fait. C'est comment on nous met des vêtements qui ne sont pas les nôtres sur nous, alors qu'on pense que ce sont les nôtres, et comment on va enlever tous ces vêtements pour se retrouver, nous, à la fin. Et bien sûr que ça touche à ce regard que portent les hommes sur nous, femmes. Il y a le regard des hommes sur les femmes, des femmes sur les femmes, parce que Samia, on l'a cité, c'est la compagne de chambre de Dalva au foyer. Elle se construit dans l'obsession de ne pas ressembler à sa mère. Il y a une scène où Dalva essaye de la maquiller. Oui, justement. C'est la rencontre de deux jeunes filles complètement aux antipodes dans leur façon de vivre leur féminité. Il y en a une, oui, qui est complètement, qui va à l'encontre de cette féminité, parce que pour elle, cette féminité, c'est synonyme de prostitution, de par l'histoire qu'elle a vécue avec sa mère. Pour Dalva, c'est absolument tout l'inverse. Et à la fois, c'est à travers ça que ces deux enfants vont se rencontrer. Et dans cette scène dont vous parlez, c'est là aussi où on va découvrir la limite de cette amitié, limite qui est imposée par un passé traumatique. De part et d'autre. Oui. Au fond. Mais là, c'est Samia qui pose la limite, mais sur la rencontre. Et la rencontre, elle se fait, je ne sais pas comment le dire autrement, je vais pas dire au cœur du cœur de la féminité. C'est le jour où Dalva a ses règles pour la première fois. Et c'est là où il va se passer, alors je spoil un tout petit peu, mais en tout cas, on ne va pas dire ce qui se passe, mais on va dire en tout cas qu'il y a une intensité particulière dans leur relation à ce moment-là. Oui, complètement. Mais c'est là aussi que, enfin, pour la première fois, Samia regarde Dalva d'égal à égal, chose qu'elle ne faisait pas du tout avant ce moment-là. Une des réussites du film, je trouve, c'est de montrer Dalva comme une fille qui à la fois est hypersexualisée par son père, ce qu'elle intériorise complètement. Elle se sent d'ailleurs supérieure aux filles de son âge de ce fait. Mais en même temps, dans la façon dont vous l'avez filmé, vous ne l'avez jamais érotisée. Non. Voilà, ça ne devait pas être évident. Là, je parle à la réalisatrice. Non, parce qu'il faut que ce soit crédible et en même temps, ça aurait été totalement à l'encontre du propos. Ça, on aurait fait un truc voyeuriste et... Ça faisait totalement partie du cahier des charges, depuis l'écriture jusqu'à la recherche des costumes, qui a été longuement pensée, justement, pour que jamais Dalva ne soit sexualisée, malgré tout. Par notre regard à nous. Par notre regard à nous. Et c'est quelque chose à laquelle on a été extrêmement vigilante, ma chef opératrice, moi et ma script, pendant tout le tournage, où à aucun moment on ne souhaitait que le spectateur ait les yeux attirés par la poitrine, les fesses de Dalva. Et pour autant, il fallait faire ressentir qu'un regard d'hypersexualisation avait pu porter sur elle à ce moment-là. Voilà. Bien sûr. Ça, je pense que l'histoire le dans la bande-annonce d'ailleurs, c'est le moment où elle arrive pour voir son père et où elle enlève son manteau et où elle est de dos. Zelda, qui est la comédienne qui joue Dalva, elle avait, je crois, 11 ans. Oui.
Waouh. Elle a 11 ans au moment où je la caste, elle a 12 ans pendant le film. Et vous l'avez fait suivre par un psychologue pendant le film, quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Même si, alors, elle avait à disposition une psychologue qu'elle pouvait voir quand elle le souhaitait. Elle l'a vue pour des rendez-vous, on va dire, pas obligatoires, mais des rendez-vous basiques. Elle pouvait la voir plus si elle le souhaitait, mais jamais elle a souhaité la voir. Je pense que, bien que le fond du sujet soit compliqué, je crois que la magie de ce premier tournage l'emportait absolument sur tout. Et ça a été exactement la même chose pour les autres enfants, qui n'ont jamais porté le poids de cette thématique. Donc ça fait quoi? Ça fait une ambiance de tournage plutôt rigolote et sympathique? Oui. Très. Mais entre les enfants, en tout cas, c'était très léger. Je pense, par exemple, que pour d'autres personnes, je pense à Alexis Mananti, qui incarne le rôle de cet éducateur, c'était sans doute plus compliqué. Il y avait de la pression de jouer dans un film qui parle de ce sujet. Mais les enfants, pour eux, pas du tout. Je vais vous poser la question saut sans le parachute de l'animateur, parce que je ne vous l'ai même pas demandé avant. Dalva, il y a un rapport avec le roman de Jim Harrison ou pas? Parce que je me suis posé la question. Non, aucun. Bon, ben voilà. Non. J'avais dit que c'était la question, parce que c'est aussi Dalva de Jim Harrison, l'histoire d'une femme qui part à la recherche d'un enfant perdu. Et il y a quand même derrière toute cette histoire une mère qui cherche son enfant. Oui. Tout à fait. Mais on en a beaucoup parlé du roman de Jim Harrison. Il y a même tout un moment où j'ai appelé mon film L'amour selon Dalva pour qu'il n'y ait pas de confusion avec une adaptation éventuelle du livre. Mais on en est revenu à Dalva, tout juste Dalva, parce qu'on parle de la renaissance de cette jeune fille. Et pour moi, c'était logique d'appeler ce film par son prénom. Et ça fonctionne très bien. Le personnage est super fort. 22 prix quand même dans tous les festivals. C'est pas pour ça qu'il faut le voir, parce que les prix, ça peut se tromper parfois. Mais enfin, à 22, ça commence à devenir sérieux. C'est surtout un très très beau film. On va continuer à en parler juste après la récré. Emma Guessel. Emma, rebonjour. Rebonjour. Une heure de la récré tout en littérature, puisque Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé quel serait le livre désormais offert en fin d'année à tous les élèves de CM2 avant qu'ils entrent en collège. Et oui, je vous en avais déjà parlé l'année dernière, et jusqu'ici, les élèves recevaient les fables de La Fontaine. C'était une opération qui avait été mise en place en 2018 par le ministre de l'Éducation de l'époque, Jean-Michel Blanquer. Ça s'appelle Un livre pour les vacances, qui consiste donc pour tous les élèves de CM2 à recevoir un livre à lire pendant les vacances d'été. Et donc là, c'est la réforme. Exit les fables de La Fontaine. Les élèves auront désormais le droit aux aventures d'Ulysse dans l'Odyssée, mais pas n'importe comment. Et non, c'est pas l'Odyssée d'Homère, c'est l'Odyssée de Muriel Zac, excellente autrice que vous aviez reçue l'année dernière. Même il y a quelques mois. En juin dernier, il me semble, non? Ah d'accord, formidable. Voilà. Comme le temps passe. Je suis allée voir. Bon, mais c'est parce qu'on a reçu Hélène Dorion, qui est publiée chez Bruno Doucet, et que Muriel Zac travaille aussi aux éditions Bruno Doucet. Voilà, donc on l'avait reçu ici. Alors, l'histoire de l'Odyssée, c'est sensiblement la même, mais avec un point de vue plus moderne, plus féminin aussi, même si Ulysse reste au centre de l'œuvre. On a mentionné Muriel Zac, mais on mentionne aussi l'illustratrice. Voilà, Catel, formidable. Et les deux femmes étaient justement présentes au ministère de l'Éducation nationale il y a quelques jours pour présenter le livre à des élèves de CM2. Et pour l'occasion, quand même, c'était Dominique Blanc, sociétaire à la Comédie Française, qui en a lu un passage. Donc les élèves étaient ravis, surtout que la mythologie, c'est très souvent, cela passionne les enfants, parce que c'est de l'histoire avec ce petit côté magique et surnaturel qui peut rêver. Donc voilà, l'Odyssée, cadeau pour tous les élèves de CM2. Cadeau du ministre. Bah ouais. Ils font des trucs sympas, les ministres, parfois, il faut dire. Oui. Le cadeau, le livre aux enfants, c'est quand même une chouette initiative. Ouais. Il faut le dire, parce que parfois on critique, mais là c'est chouette. Ouais. Emma, merci beaucoup. Merci. Grand oral, Emmanuel Nico. Elle fuit Dalva, elle fuit son foyer, elle fuit son éducateur, elle fuit le tribunal, elle fuit l'école. Elle passe son temps à fuir au fond, et bien sûr c'est avant tout le trauma qu'elle fuit, ou le fait de mettre des mots sur son trauma. C'est aussi un film, elle n'arrête pas de cavaler. Oui, parce qu'elle a aussi le cerveau complètement à l'envers. Parce qu'elle pense que quand les policiers débarquent chez elle, elle pense que ce sont les méchants. Quand elle arrive dans ce foyer, elle pense que c'est le bagne, alors que c'est l'endroit où on est censé la sauver. Tout est inversé dans sa tête. Je voudrais entendre un mot sur votre parcours à vous, notamment votre parcours scolaire, puisque j'ai découvert, je vous pose la question parce que sur School TV, ça nous intéresse, si j'ai bien compris que ça n'a pas été un truc super simple, les années d'école. Ça n'a pas été difficile non plus, mais je me suis... Vous dites, j'ai senti, à un moment donné, j'ai découvert l'option cinéma à la fac, vous dites quand même, pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'étais bonne quelque part, car j'avais de bonnes notes. Excusez-moi, mais si les mots veulent dire quelque chose... Non, alors je pense que je m'étais en effet mise dans des études de lettres modernes, dans lesquelles pour le coup j'étais
extrêmement mauvaise parce que j'étais très mauvaise en orthographe. Et en effet, dans cette option cinéma, pour la première fois, on a arrêté de m'embêter avec l'orthographe. Les profs n'en ont plus rien eu à faire du fait que je faisais 3 fautes par ligne. Et je me suis enfin mis à avoir des notes au-dessus de la moyenne grâce au fait que j'étais dans cette option cinéma. D'accord. Et oui, j'ai eu j'ai retrouvé le plaisir. J'ai pas été une étudiante malheureuse à l'école, en tout cas pendant toutes mes années de collège, de lycée. Ça a été plus compliqué à la faculté. Vous dites j'ai vécu des péripéties. Oui, j'ai vécu en effet des péripéties, des mauvaises rencontres qui ont fait qu'à un moment donné, en tout cas, j'ai eu l'envie, enfin le besoin, la nécessité, je crois, de me réinventer par rapport à celle que j'étais à la base partie pour être. J'adore parce que je vois dans votre regard, il va arrêter de me poser des questions là-dessus. Non, mais en tout cas, j'aurais jamais imaginé qu'un jour je deviendrais réalisatrice. Ouais. À aucun moment je m'étais imaginé ça. En tout cas, avant l'âge de 20 ans, je crois que je savais même pas exactement ce que c'était que ce métier. Et puis, mais par contre, depuis que je suis petite, j'adore raconter des histoires. J'ai oublié ce bonheur que j'avais de raconter des histoires, je pense, entre mes 12 et mes 20 ans. Et à un moment donné, ça s'est réimposé à moi comme une nécessité. Et j'ai retrouvé du plaisir et un sens dans le fait de raconter des histoires en reprenant cette option cinéma, en faisant cette fac de cinéma, en allant dans cette école de cinéma où j'ai enfin pu apprendre à raconter des histoires. Allez, j'arrête de vous embêter, on revient au film. Dalva, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne nommera jamais son père papa dans le film. C'est Jacques. Oui, elle ne le voit absolument pas comme ça. En effet, Dalva, c'est une enfant qui se voit comme une femme. C'est une enfant qui voit à la base son père comme son mari. Et au fur et à mesure, qui ne va plus le voir de cette manière-là. Père que vous ne nous montrez pas comme un monstre total. Non. On l'aime pas. Bon, ça, je vous cache pas qu'on le trouve pas sympathique. Mais vous avez voulu en faire un personnage, une Nipa, par exemple. Oui, en effet, mais je trouve que les vrais monstres tout noirs, ça n'existe pas. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. J'ai eu aussi envie d'incarner le père par Jean-Louis Couloc, qui est un homme, justement, qui rend compte de toute cette complexité, qui a un ours blessé, et en même temps qui a une humanité et une tendresse folle dans le regard. Et j'ai aussi envie de parler de ces gens qui bien qu'ils nous détruisent, nous aiment aussi. Et c'est pour ça que j'ai souhaité représenter le père de cette façon. Et la question de l'emprise, qui est un sujet dont vous confiez dans le dossier de presse du livre que vous avez... Oui. Que vous l'avez vécu. Oui, c'est une question en effet qui m'est personnelle. Je pense que c'est ça aussi qui m'a amenée à avoir envie, besoin de raconter des histoires. C'est une thématique que j'ai besoin d'explorer, dont j'ai besoin de démêler les nœuds. Et là, je pense que j'ai été jusqu'au bout du bout grâce à Dalva, parce que je pense que l'emprise d'un parent sur son enfant, c'est une emprise dont c'est la plus compliquée de se défaire. Et j'avais envie d'explorer ça aussi beaucoup. Et les nœuds sont un peu démêlés ? Oui. Cool, c'est super. Vous restez avec nous ? Tout à fait. On va parler nutrition maintenant. Avec ça n'a pas grand rapport. Emma, merci beaucoup. Et on parle nutrition parce que c'est comme chaque semaine le plateau repas. Et le plateau repas vous est apporté royalement par Sandra Ferreira. Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste. Le syndrome de Pica, donc, c'est un trouble alimentaire dont on parle assez peu parce qu'il est rare. Heureusement qu'il est rare, mais un certain nombre d'enfants en souffrent. C'est quoi d'abord ce syndrome de Pica ? Eh bien, effectivement, c'est rare et heureusement, puisque le syndrome de Pica, c'est le fait d'ingérer de manière répétée des substances non alimentaires, comme des objets, la terre, des cheveux, des cailloux, de la craie, par exemple. Alors, c'est un trouble du comportement alimentaire au même titre que l'anorexie ou la boulimie, c'est important de le préciser. Et son nom vient d'ailleurs du latin pica, qui désigne la pie qui a ce genre de comportement d'aller voler des petites choses plutôt brillantes, mais voilà, qui est capable d'aller piquer un caillou juste parce qu'il est brillant. Le diagnostic de pica est posé vraiment lorsque la personne ou l'enfant mange avec persistance des substances non alimentaires de façon répétée depuis 1 mois ou plus. On sait combien ça concerne le monde, notamment aux États-Unis. Alors surtout, j'ai les chiffres des États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, le syndrome concernerait 3,5% de la population générale. 3,5%, ça fait vite quand même. Ça fait vite du monde. Personnes, voilà. Et 23% des enfants qui présentent un trouble autistique. On va voir pourquoi justement derrière. Est-ce qu'on s'affole quand on a des enfants ou quand souvent ils portent des trucs à la bouche? Alors c'est important de préciser qu'un enfant de 2-3 mois jusqu'à l'âge de 2-3 ans, s'il met des choses à la bouche, c'est tout à fait normal. C'est la découverte de ce qui se mange, ce qui ne se mange pas. Au-delà de 2-3 ans,
il faut se poser des questions tout de même, parce que c'est les bonnes. Voilà, il faut s'interroger. Il faut savoir aussi que durant l'enfance, souvent, c'est plutôt des substances de type terre, qu'on appelle la géophagie, par exemple, que l'enfant va aimer mettre dans sa bouche. Donc après 2-3 ans, on s'inquiète. Avant, c'est pas grave. De papier ou de craie. Et à l'adolescence, il les avale pas. Il faut pas qu'il avale, quoi. Il faut pas qu'il avale, effectivement. Voilà. Mais après 2-3 ans, il a tendance à les avaler. C'est là il faut se poser des questions. À l'adolescence, c'est plutôt la trichophagie. Ça vous parle, la trichophagie? Alors, ce n'est pas le fait de faire du tricot, bien évidemment. Ni de manger du tricot. Ni de manger du tricot, c'est le fait de mâchouiller vos cheveux et de les avaler, éventuellement. Et ça peut être dangereux pour le système digestif, parce que si on les avale, ça fait des boules de cheveux. Des boules de cheveux, effectivement. Alors, l'adulte et l'enfant peuvent être atteints. Et on a remarqué chez l'adulte souvent que la femme enceinte pouvait avoir ce type de comportement accentué. Vous nous avez dit que c'est une maladie, ça vous fait sourire? Vous reconnaissez quelqu'un, peut-être? Non. J'ai été enceinte, mais j'ai pas mangé mes cheveux. Bon, ça vaut mieux, parce que c'est une maladie quand même embêtante, une maladie psychiatrique. C'est une maladie psychiatrique. Vous l'avez dit. C'est important de le préciser. Et chez les enfants atteints de pica, c'est là où on va retrouver un retard mental ou éventuellement un TED, c'est un trouble envahissant du développement, ou un trouble du spectre autistique. Donc attention, là, le pica, dans ce cas-là, c'est un symptôme d'une autre pathologie. Si ce n'est pas ça, ça peut être lié à une angoisse chez l'enfant, ça peut être lié à une angoisse aussi chez l'adolescent, de plus de 3 ans, quand on parle de l'enfant, toujours, on n'oublie pas. Et chez l'adulte, souvent, c'est un handicap mental et ça peut être des carences importantes qui peuvent engendrer ce syndrome. À quel point c'est grave de manger, je sais pas moi, du sable, du papier? C'est quoi les risques? Les risques sont dépendants de la substance ingérée, en fait. Si l'enfant ingère de la peinture qui contient du plomb, il y a un risque de saturnisme, et ça, c'est très dangereux. S'il avale des mégots de cigarettes, le risque, c'est la dépendance à la nicotine, il faut bien le dire. S'il avale de la terre, le risque, c'est d'avoir des maladies parasitaires, parce que des fois, il y a des œufs de parasites dans la terre. Voilà, il faut faire attention, constipation, éventuellement aussi, des carences, et la fameuse occlusion intestinale, si on mange des cheveux à tout va ou des cailloux à tout va, ça, c'est très dangereux aussi. Sandra, j'imagine qu'il n'y a pas de traitement à proprement parler, puisque si c'est le symptôme d'autres maladies ou un symptôme associé... Ouais. Malheureusement, non, il n'y a pas de traitement concernant la maladie de Pica ou syndrome de Pica. Ce qui est important, c'est déjà de savoir que ça existe. Si vous voyez ce type de comportement chez vos enfants, pour avoir la meilleure approche thérapeutique, souvent c'est une approche en psychothérapie, bien évidemment. Et on peut changer aussi des petites choses dans l'environnement. Effectivement, si la peinture est au plomb, c'est le moment de l'enlever et de refaire une bonne peinture à l'eau. Et puis éloigner les mégots de cigarettes, etc. Mais voilà, c'est la prise en charge vraiment, vraiment psychothérapique et puis de dépister ce trouble éventuel autistique. Si c'est un trouble associé ou le symptôme d'un autre trouble. Exactement. Voilà, maintenant vous savez que ça existe. Merci beaucoup, chère Sandra. Merci aussi, Emmanuel, de nous avoir accompagnés. Bravo pour Dalva. 22 prix, c'est quand même assez extraordinaire. Je m'étais dit, je vais en lire un ou deux, mais non, ça va être beaucoup trop long. Mais il y a des prix pour vous, il y a des prix pour Zelda Sanson, qui joue le rôle de Dalva, qui a eu un certain nombre de prix. Voilà, c'est ça. Et puis un prix du public aussi. Un prix du public. À Rotterdam, récemment. Exactement. On cite aussi, je ne peux pas les citer tous, mais vous les avez cités, je les recite, Alexis Mananti dans le rôle de Jayden, Fanta Guirassi dans celui de Samia, dans le rôle Jean-Louis Couloc dans le rôle de Jacques, le papa de Dalva. C'est sur tous les écrans. Allez-y, très beau film, très intense, très pudique aussi. Voilà, je vais dire une miniature, c'est pas une miniature, c'est un beau film, tout court. Merci aussi à toute l'équipe de La Quotidienne, Colline Hamel au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée par Dylan Coller, et ils sont en régie aujourd'hui. Avec Héloïse Merlin, pour le son, Elisa Merlardo pour la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.